Tu sais, parfois, on a l'impression que la vie est en pilote automatique. Tout est un peu tiède, un peu fade, jusqu'à ce qu'un petit détail, un message, un regard étrange, ou même la sonnerie de la porte viennent tout bouleverser. C'est comme ça que tout a commencé. Elle pensait vivre une vie normale. Un mari stable, 2 enfants, une routine comme tant d'autres. Mais parfois, derrière le silence, il y a un vacarme énorme prêt à exploser. Et quand ça a explosé, personne n'était prêt. Ce qui avait commencé comme un simple dîner est devenu le début d'une série de révélations qui allait complètement bouleverser sa vie. Mais le plus choquant, ce n'était pas la trahison. C'était qui était derrière. Et ce qui était réellement en jeu. Tu ne vas pas croire où cette histoire va te mener. Alors installe-toi bien, accroche-toi, et abonne-toi tout de suite à la chaîne. Parce que cette histoire-là, c'est le genre de récit qui te hante encore plusieurs jours après l'avoir entendu. Prêt, Alors viens. Il était un temps où Mélina croyait encore que l'amour suffisait. C'était il y a longtemps maintenant. Aujourd'hui, elle se tenait dans sa propre cuisine, un couteau à la main, découpant des carottes en petits morceaux réguliers, mécaniquement. Le silence régnait dans l'appartement, un silence lourd, épais, seulement troublé par le bruit sec de la lame sur la planche en bois. Dans le salon, Léo, son mari, était affalé sur le canapé, un verre de whisky à la main. « T'as rien à dire ?» dit-il soudain, sans même la regarder. Mélina serra la mâchoire. Sa main trembla à peine, mais elle continua à découper les légumes comme si de rien n'était. « T'as même plus la force de répondre ? T'es devenue quoi, Mélina ? Tu ressembles à une vieille poupée vide. Même plus envie de te toucher. » Elle ferma les yeux une seconde. Pas pour pleurer, non. C'était terminé ce temps-là. Elle avait appris à encaisser. Depuis longtemps, ce n'était plus des disputes. C'étaient des monologues cruels, des flèches empoisonnées lancées par un homme qui autrefois l'aimait, ou du moins prétendait l'aimer. Dans les chambres, les enfants étaient silencieux. Camille, 11 ans, et Mathis, 8 ans. Ils s'étaient habitués aux voix qui montaient, au silence qui s'étirait, aux assiettes posées un peu trop fort sur la table. Mélina s'était souvent demandé s'il croyait que l'amour, le vrai, ressemblait à ça. Ce soir-là, Léo rentra encore plus tard que d'habitude. Il sentait un parfum sucré, bon marché, qui n'était pas le sien. Sa chemise était froissée, mais pas comme après une longue journée de bureau. Mélina nota tout, sans rien dire. Elle n'était pas idiote. Elle savait. Elle savait depuis des semaines. Mais une part d'elle refusait encore d'y croire. Ce n'est que lorsque Camille lui posa la question que tout bascula. « Maman, papa nous aime encore ?» Mélina s'arrêta net. Elle regarda les grands yeux bruns de sa fille, remplis d'une inquiétude silencieuse, et son cœur se serra. « Bien sûr, mon amour. Bien sûr qu'il vous aime. » Elle mentait. Et elle le savait. Et mentir à ses enfants, c'était ce qui lui faisait le plus mal. Le lendemain matin, Léo sortit de la salle de bain en s'essuyant les cheveux. Il passa devant Mélina sans un mot. Puis, alors qu'elle s'habillait pour aller travailler, il s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu sais, avant, t'étais jolie. » Elle releva lentement la tête. « Maintenant, t'es juste banale. » Mélina sentit le sang lui monter au visage, mais elle ne répondit rien. Pas encore. Elle avait l'impression qu'il essayait de la casser, morceau par morceau, pour qu'elle soit trop faible pour partir. Trop faible pour penser. Trop faible pour vivre sans lui. Mais il avait tort. Elle n'était pas faible. Sa meilleure amie, Inès, fut la première à mettre des mots sur ce que Mélina n'osait pas affronter. Il te traite comme une moins que rien, Mel. Et tu continues à croire qu'il est fidèle ? Sérieusement ? Je veux croire qu'il ne me ferait pas ça. Tu veux des preuves ? Depuis quand une femme a besoin de preuves pour sortir de l'enfer ? Cette nuit-là, Mélina attendit Léo. Il rentra après minuit, visiblement agacé de la voir encore debout. « On a besoin d'aide, » dit-elle calmement. « Une thérapie. Pour nous deux. » Il la fixa comme si elle lui avait proposé de sauter d'un pont. « T'es folle ? Une thérapie ? Pour sauver quoi ? Il n'y a plus rien à sauver, Mélina. » Elle sentit la nausée monter. « Tu veux dire que je ne t'aime plus ? Ouais. Je veux plus de tout ça,
Je veux plus de toi. Elle sentit la honte lui brûler la gorge. Pas parce qu'il la quittait, mais parce qu'elle s'était accrochée à un amour qui n'existait plus depuis longtemps. Cette nuit-là, quand Léo s'endormit, ivre et insouciant, son téléphone vibra sur la table de nuit. Mélina le regarda. Elle savait qu'il avait changé le code, mais elle essaya quand même. Code incorrect. Peu importe. Le message s'affichait encore. Tu me manques. J'ai hâte de te revoir demain. Pas de nom. Juste un numéro. Mais Mélina n'avait plus besoin de nom. Elle avait l'instinct. Et cette fois, elle avait aussi la rage. Elle ne le réveilla pas. Elle n'avait pas besoin de confrontation. Pas encore. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était des preuves. Solides. Irréfutables. Alors, à l'aube, elle se connecta à leur compte bancaire commun. Une carte bleue soi-disant de secours. Jamais utilisée. Sauf qu'elle l'avait été. Et comment? Réservation d'hôtel, dîner hors de prix, bijoux. Des dépenses qui n'étaient jamais arrivées chez eux. Pas pour elle. Pour l'autre. Elle prit des captures d'écran, tremblantes. Puis écrivit à Inès. Je l'ai trouvé. J'ai les preuves. Quelques minutes plus tard, Inès débarquait dans l'appartement, prête à en découdre. Tu vas le suivre, dit-elle en fixant Mélina. Jusqu'au bout. Tu vas savoir la vérité, même si ça fait mal. Et Mélina accepta. Elle suivit Léo. Elle le vit entrer dans un restaurant chic. Elle le vit attendre. Elle la vit arriver. La maîtresse. Jeune. Élégante. Sûre d'elle. Elle s'appelait Solène. Et Léo la regardait comme il n'avait plus jamais regardé Mélina. Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes. Ce qu'elle ressentait, c'était plus profond. Une colère ancienne, trop longtemps enfouie. Elle rentra chez elle en silence. Et cette nuit-là, elle prit une décision. Elle allait reprendre sa vie. Toute sa vie. Mais quelque chose ne collait pas. Léo n'était pas seulement infidèle. Il était aussi nerveux, paranoïaque. Il faisait des appels étranges, recevait des courriels codés. Mélina observa. Et puis un matin, il laissa son ordinateur ouvert. Sa boîte mail. Une série de messages avec des chiffres, des noms d'entreprises fictives, des virements suspects. Un puzzle financier illégal. Elle prit des photos. Inès les analysa. Ce type, ce n'est pas juste un salaud. C'est un criminel. Mélina sentit le vertige. Elle avait partagé sa vie avec un homme qui utilisait leur compte, ses signatures, son nom pour blanchir de l'argent. Et elle aurait pu finir en prison à sa place. Le matin était gris, lourd, presque complice du poids que Mélina portait sur les épaules. Elle s'était levée tôt, comme à son habitude. Pas par envie, mais par habitude de mère, de femme, de combattante malgré elle. Les enfants dormaient encore. Dans le silence du petit déjeuner, elle entendait son propre cœur battre plus fort que d'habitude. La veille, elle avait découvert ce que beaucoup auraient refusé de croire. Son mari, Léo, l'avait trahi non seulement en amour, mais aussi en affaires. Il avait utilisé ces informations pour couvrir ses magouilles. Et tout ça, avec Solène, sa maîtresse. Elle n'était plus en colère. Elle était déterminée. Mélina s'était rendue chez son avocate, Maître Donadieu, une femme posée, stricte, d'un calme presque intimidant. Vous comprenez que ce divorce ne sera pas simple, dit-elle en consultant les documents. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup trop de zones grises. Je ne veux pas tout, répondit Mélina. Je veux ce qui est à moi. Et je veux la garde des enfants. Rien de plus. Rien de moins. L'avocate la regarda un instant, puis hocha la tête. Et la maison? Mélina esquissa un sourire. La maison était à son nom. Un cadeau de ses parents, enregistré bien avant qu'elle ne se marie avec Léo. Il n'avait jamais signé aucun acte. Il avait toujours trouvé ça inutile. Inutile, jusqu'à ce qu'il veuille tout garder. Le soir même, Léo rentra plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bu, cette fois. Il était nerveux. On peut parler? Demanda-t-il en fermant la porte. Non. Mélina, c'est aussi ma maison. J'ai des droits. Tu n'en as aucun. Je te le répète, la maison est à mon nom.
Depuis toujours. Il blêmit. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à ça. Il avait cru qu'elle était trop gentille, trop naïve, trop amoureuse pour se protéger. Il s'était trompé. Tu bluffes. Mélina alla chercher un dossier sur la commode. Elle lui tendit un acte notarié, estampillé, signé. Essaie de me faire sortir d'ici. Je te souhaite bonne chance. Léo serra les poings. Il était acculé. Et il détestait ça. Il claqua la porte en sortant, sans un mot. Le lendemain, le soleil venait à peine de se lever quand quelqu'un frappa violemment à la porte. Mélina ouvrit, encore en robe de chambre. C'était Solène. Elle portait des lunettes de soleil, un tailleur rouge vif, et un mépris affiché sur le visage. « Bouge-toi. J'emménage. » Mélina resta figée, incrédule. « Pardon ? La maison est à Léo. Et donc, à moi maintenant. Alors tu prends tes gosses, tes casseroles, et tu dégages. » Mélina la fixa. Puis, lentement, elle sourit. « Tu veux vraiment qu'on fasse ça ici ? Devant les voisins ? Devant mes enfants ?» Solène fronça les sourcils. « Ce n'est qu'une question de temps, Mélina. Je vais récupérer tout ce que Léo m'a promis. Et toi, tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir. Tu crois vraiment qu'il va choisir quelqu'un comme toi pour fonder une vraie vie ?» Solène haussa les épaules. « Il l'a déjà fait. » Puis elle tourna les talons, s'éloignant d'un pas lent, sûr, presque dansant. Comme si elle avait gagné quelque chose. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la guerre qu'elle lançait allait se retourner contre elle. Le même jour, Léo appela Mélina. Il voulait discuter calmement. Il voulait arranger les choses pour les enfants. Elle accepta. Non pas pour lui faire plaisir, mais pour observer. Il arriva avec une nouvelle attitude. Plus doux, plus modéré, presque mielleux. « Je pense qu'on devrait éviter d'impliquer les tribunaux, » dit-il en sirotant son café. « On peut faire ça entre nous, tu vois ? À l'amiable. Tu veux dire que je renonce à tout ce qui me revient ? Non. Juste que tu partes. Que tu me laisses la maison. Je te donnerai quelque chose. Un peu d'argent. » Mélina faillit rire. « Tu veux m'acheter avec MES bien ? Arrête de faire la maligne, Mélina. Tu vas finir par tout perdre. » Elle se leva calmement, posa sa tasse, et le regarda droit dans les yeux. « C'est toi qui vas tout perdre. Et ce ne sera que le début. » Cette nuit-là, Mélina sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus simplement une femme trahie. Elle était une stratégiste. Une mère. Une survivante. Et le lendemain, elle fit un geste que Léo ne vit pas venir. Elle transféra la propriété de la maison au nom de ses enfants. Protégée. Intouchable. Définitive. Quand Léo l'a pris, il explosa. « T'es devenue complètement folle. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. » Il la fixa avec une fureur qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Tu crois que je vais juste disparaître ? » Elle resta impassible. « Je ne crois rien. Je sais. » Solène, de son côté, bouillonnait. Elle voulait des résultats. Léo lui avait promis une maison, une vie de luxe, une famille. Et maintenant, il perdait le contrôle. Tu te laisses marcher dessus par cette vieille ménagère. Tu crois qu'elle va abandonner ? Elle t'a piégé. Elle t'a humilié. Tu crois que je le sais pas ? Cria Léo. Alors agis. Mais il ne savait plus comment. Chaque coup qu'il tentait de porter à Mélina se retournait contre lui. Et pendant ce temps, les enfants commençaient à changer. Camille, si douce, si complice de sa mère, devenait distante. Mathis, silencieux, refusait de répondre à ses questions. Un jour, en rentrant de l'école, Camille dit à Mélina. « Papa dit que tu veux qu'on parte loin de lui. » Mélina sentit un frisson. « Ce n'est pas vrai, ma chérie. Tu le sais, non ?» Camille ne répondit pas. Le poison de Léo faisait son effet. Inès était furieuse. « Il manipule tes enfants maintenant. Tu vas attendre qu'ils te détestent ? Je ne peux pas riposter de la même façon. Je dois rester droite. T'es trop gentille, Mélina. Non. Je suis intelligente. Et je vais gagner. Pas avec la haine. Avec la vérité. » Inès la regarda avec admiration.
Mélina était devenue une autre femme. Et cette nouvelle version d'elle était invincible. Il y a des silences plus bruyants que des cris. Mélina le savait mieux que personne. Depuis quelques jours, Léo ne parlait presque plus. Il venait récupérer les enfants selon les horaires décidés par l'avocate, et repartait sans même un regard pour elle. Pourtant, elle le sentait, il préparait quelque chose. La tension dans la maison était devenue une compagne constante. Les murs semblaient écouter, les fenêtres semblaient observer. Mélina s'était transformée en stratège silencieuse, une femme en veille permanente. Elle n'était plus l'épouse effacée d'autrefois. Elle était en alerte. Et elle n'était pas seule. Un soir, Inès vint dîner chez elle. Les enfants dormaient à l'étage, et les deux amies étaient assises dans la cuisine, un verre de vin à la main. « Tu devrais porter plainte », dit Inès en fixant son amie. « Ce qu'il a fait, c'est grave. Il a utilisé ton nom pour ses affaires. Il t'a mise en danger. Je veux être sûre. Je veux des preuves. Des vrais. Et si tu en as déjà? Les mails? Les virements? Les documents que tu as photographiés? Ce n'est pas assez. Je veux comprendre ce qu'il trafique exactement. Je veux savoir jusqu'où ça va. » Inès soupira, impressionnée. « T'es plus forte que je ne l'ai jamais été. »« Je n'ai pas le choix, » répondit Mélina. « J'ai 2 enfants. Et une guerre à gagner. » Elle décida alors de faire appel à Loïc, un ancien camarade de lycée devenu expert comptable. Il avait toujours eu un faible pour Mélina, et quand elle lui expliqua sa situation, il accepta aussitôt de l'aider. « Tout ce que je te montre reste entre nous, Loïc. Promis. Mais tu devrais savoir que ce genre de choses peut être dangereux. Je suis déjà en danger. » Ils passèrent des heures à analyser les données. Compte à l'étranger, société écran, fausse facture. Loïc fronça les sourcils en découvrant une transaction particulière. Cette société? Néréide Investissement. Tu sais qui c'est? Non. C'est une coquille vide. Juste une façade. Et regarde ce virement. 75 000 € envoyés depuis un compte au nom de Solène Marchand. Mélina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle est sa maîtresse, et sa partenaire d'affaires. Pas seulement ça. Regarde bien ses signatures. Tu reconnais quelque chose? Mélina prit le document. Son souffle se coupa. C'est ma signature. Mais je n'ai jamais signé ça. Ils t'ont impliqué. Officiellement, tu es l'une des associées. Si la police découvre tout ça, tu tomberas avec eux. Mélina ne dormit pas cette nuit-là. Elle restait allongée, les yeux ouverts, le cœur battant à tout rompre. Léo n'était pas simplement un mari infidèle. C'était un manipulateur. Un menteur professionnel. Un criminel. Et Solène n'était pas une simple rivale. Elle était son ennemie. Le lendemain, Léo arriva pour chercher les enfants. Mélina l'observa, silencieuse, pendant qu'il attachait Mathis dans la voiture. « Ils vont bien, dit-il. Pas besoin de t'inquiéter autant. Ce n'est pas eux qui m'inquiètent. » Il haussa un sourcil, sur la défensive. « Tu fais encore ton cinéma? Tu cherches quoi maintenant, Mélina? À me salir encore plus? Tu te salis très bien tout seul. » Il la fixa. Et cette fois, elle vit autre chose dans ses yeux. Non pas de l'agacement, mais de la peur. Il savait. Il savait qu'elle avait découvert quelque chose. Et cela le rendait dangereux. Dans les jours qui suivirent, Mélina commença à préparer sa sortie. Elle réunit ses documents, confia certains dossiers à Inès, déplaça ses économies sur un compte sécurisé, et enregistra chaque échange suspect avec Léo. Elle s'armait. Mais lui aussi. Elle découvrit que leur compte conjoint avait été vidé. Ses cartes bancaires furent bloquées. La facture de l'électricité? Non payée. Le contrat? Résilié. Un sabotage silencieux. Et pire encore, les enfants commencèrent à se refermer. Un soir, Camille refusa de l'embrasser avant de dormir. Papa dit que tu veux l'empêcher de nous voir. Que tu veux qu'il disparaisse. Mélina sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est faux, mon cœur. Je ne veux jamais vous séparer de lui. Jamais. Alors pourquoi tu veux le quitter? Mélina se sentit coupable. Et en colère. Pas contre Camille.
mais contre celui qui plantait les graines du doute dans l'esprit de leurs enfants. C'était une guerre psychologique. Et elle devait trouver une nouvelle arme. Un matin, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Anonyme. Sans timbre. À l'intérieur, un papier plié. Arrête de fouiller, pour le bien de tes enfants. Son sang se glaça. Ce n'était plus un divorce. Ce n'était plus une dispute de couple. C'était une menace. Elle appela immédiatement Inès. Ils savent. Ils me surveillent. Je suis en danger. J'arrive. N'ouvre à personne. Mélina s'assit sur le canapé, le papier toujours en main. Son cœur battait à 100 à l'heure. Les murs de son appartement, autrefois son refuge, lui semblaient maintenant hostiles. Chaque ombre devenait suspecte. Chaque bruit, une alerte. Quand Inès arriva, elle trouva Mélina tremblante. On doit aller à la police. Pas encore. Si je fais ça sans preuve, ils vont me faire passer pour une parano. Et Léo est assez malin pour retourner ça contre moi. Alors on fait quoi? Mélina inspira profondément. On les piège. Elle retourna voir Loïc. Ensemble, ils mirent en place une surveillance des comptes, une analyse des sociétés, et commencèrent à constituer un dossier béton. Date, signature, virement, nom, adresse. Ils découvrent bientôt que Solène avait déjà été poursuivie dans une autre région pour chantage et fraude. L'affaire avait été classée faute de preuves. Mais cette fois, Mélina avait tout. Une nuit, alors qu'elle mettait les enfants au lit, un bruit sec retentit à la fenêtre du salon. Comme un objet métallique contre la vitre. Elle s'approcha, tira doucement le rideau. Solène était là. Debout, de l'autre côté de la rue, immobile, les bras croisés. Et un sourire glaçant sur le visage. Elle leva un doigt, lentement, comme un avertissement silencieux. Puis tourna les talons. Mélina se sentit envahie par un mélange de rage et de peur. Elle verrouilla toutes les portes, ferma les rideaux, vérifia chaque pièce. Mais ce n'était pas la maison qu'elle devait protéger. C'était sa famille. Et à partir de ce moment, tout changea. Elle n'était plus seulement en défense. Elle passait à l'attaque. Le vent soufflait fort ce matin-là. Mélina ouvrit les volets et regarda la rue. Tout paraissait calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède une tempête. Depuis l'apparition de Solène devant chez elle, elle ne dormait plus vraiment. Elle fermait les yeux, oui. Mais son esprit restait en alerte, prêt à bondir au moindre bruit. Ses enfants dormaient paisiblement dans leur lit, inconscients de la guerre invisible qui se jouait autour d'eux. Mais Mélina, elle, savait. Quelque chose approchait. Elle avait rendez-vous chez son avocate à 9 heures. Elle voulait lancer officiellement la procédure judiciaire. Non seulement pour le divorce, mais pour tout ce qu'elle avait découvert. Maître Donadieu la reçut sans surprise, comme si elle l'attendait. Vous avez réfléchi? Oui. J'ai tous les documents. Les relevés, les mets, les transferts. J'ai des preuves que Léo a utilisé mon nom pour blanchir de l'argent. Et je peux prouver que Solène est sa complice. L'avocate l'écouta attentivement, les mains jointes sur le bureau. Très bien. Mais préparez-vous. Cela ne va pas être propre. Ce n'est pas un divorce classique. C'est une guerre, Mélina. Et il ne va pas rester les bras croisés. Il ne l'a jamais fait. C'est pour ça que je suis prête. Ce jour-là, Léo reçut une notification officielle, une plainte avait été déposée contre lui. Quand il lut le contenu, il explosa de colère. Solène était là, installée sur le canapé avec une coupe de champagne à la main. Elle a osé. Cette folle a osé porter plainte contre moi. Elle commence à me fatiguer, ta sainte mitouche, grogna Solène. Tu crois qu'elle va gagner? Tu crois que je vais la laisser me ruiner? Elle t'a déjà bien entamé, non? Répondit Solène avec un sourire acide. Léo la fusilla du regard. On va l'écraser. Mais au fond de lui, il savait que Mélina n'était plus la femme fragile qu'il avait autrefois manipulée. Elle avait changé. Elle s'était blindée. Et c'était ça qui lui faisait peur. Dans les jours suivants, Mélina commença à recevoir des messages anonymes. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas regretter d'avoir touché à ce que tu ne comprends pas. Tu veux perdre tes enfants? Continue comme ça.
Elle ne répondit à aucun. Elle garda tout. Capture d'écran, horaire, numéro. Elle enregistrait chaque preuve. Inès, elle, devenait de plus en plus inquiète. Je suis sérieuse, Mel. Tu dois quitter cette maison. Viens chez moi avec les enfants. Je ne fuis pas. Pas cette fois. Mais tu prends des risques. Si je pars, il pensera qu'il a gagné. Je ne suis plus celle qu'il connaissait. Je veux qu'il voie ce qu'il a perdu, et ce qu'il ne contrôlera plus jamais. Ce que Mélina ignorait, c'est que Léo préparait un coup bas. Il avait mandaté un avocat pour réclamer la garde exclusive des enfants, prétextant que Mélina était instable, paranoïaque, et incapable de subvenir à leurs besoins. Il avait même falsifié un rapport médical, avec l'aide d'un ami médecin véreux. Quand l'assignation arriva chez elle, Mélina sentit son cœur s'arrêter. Elle l'a lu une fois, 2 fois. Puis elle s'assit sur le sol, les jambes coupées. Il veut me prendre mes enfants. Elle appela Loïc en panique. Il utilise de faux dossiers. Il dit que je suis mentalement instable. Qu'il m'a surprise en crise de nerfs devant les enfants. On va prouver le contraire. Calme-toi, Mélina. On a tout. Les relevés, les échanges, même ses menaces. Il ne pourra pas te faire ça. Mais si les juges le croient, et si je perds, alors on attaque plus fort. Et, j'ai quelque chose à te dire. Un silence. Mélina sentit une tension étrange dans la voix de Loïc. Quoi? J'ai mené ma propre enquête. Et j'ai découvert que le nom de Solène n'est pas son vrai nom. Comment ça? Elle s'appelait Léa Marchand. Elle a changé légalement son prénom et ses papiers il y a 6 ans. Elle était la compagne d'un autre escroc, condamné pour fraude bancaire. Elle a collaboré avec lui. Mon Dieu! Elle a disparu pendant l'enquête. Puis elle est réapparue comme par magie, dans la vie de Léo. Mélina sentit un frisson glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Tu crois qu'elle l'a piégé, lui aussi? Je crois que Léo est tombé dans son piège, autant que toi. Sauf que toi, tu t'en sors. Ce soir-là, Mélina resta des heures devant son miroir. Elle regardait son propre reflet. Ce n'était plus le visage d'une femme blessée. C'était le visage d'une guerrière. Le lendemain, à la sortie de l'école, Camille regarda sa mère avec un air confus. « Maman, papa a dit que tu étais malade. Que tu prenais des médicaments et que tu pleures la nuit. » Mélina se baissa à sa hauteur, la regarda droit dans les yeux. « Est-ce que tu m'as déjà vu pleurer, mon cœur? Non. Est-ce que je t'ai déjà fait peur? Jamais. Alors fais confiance à ton cœur. Pas aux paroles des autres. Même si c'est papa. » Camille hocha lentement la tête. Et dans ce petit mouvement, Mélina vit une victoire. Petite, mais réelle. Pendant ce temps, Solène sentait le sol glisser sous ses pieds. Léo devenait imprévisible. Son calme s'effritait. Il avait perdu le contrôle des finances. Il avait des ennuis avec ses associés, des gens louches avec qui même elle ne voulait pas traiter. Et surtout, il commençait à se retourner contre elle. Un soir, alors qu'elle tentait de le rassurer, Léo la regarda avec un dégoût qu'il ne cachait plus. « Tu m'as mis dans ce pétrin. Tu plaisantes? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Non. Tout ce que j'ai perdu, c'est à cause de toi. » Solène serra les poings. « Tu crois que je vais couler avec toi? Je ne suis pas Mélina, moi. Si je tombe, je t'entraîne avec moi. » Un silence terrible s'installa entre eux. Quelque chose était en train de se casser irrémédiablement. Quelques jours plus tard, un nouveau personnage entra en scène. Alex, un ancien collègue de Léo. Mélina le croisa par hasard à la sortie du tribunal. « Mélina, je peux te parler 1 minute? » Elle hésita, puis accepta. « Je sais que t'as pas de raison de me faire confiance. Mais j'ai travaillé avec Léo il y a 2 ans. Et je peux te dire que ce qu'il faisait, c'était pas net. » Tu veux dire quoi, exactement? Il blanchissait de l'argent. Beaucoup. Et je crois que c'est pas fini. Il est encore en affaires avec des gars très, très dangereux. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce qu'ils sont en train de le lâcher. Et quand ils verront que tu parles à la police, ils viendront vers toi. Et là, tu seras seule. Mélina serra les dents. Je ne suis pas seule. Alors protège-toi. Et protège tes enfants.
Il y a des jours où tout s'effondre. Et pour Léo, ce jour-là était arrivé. La police financière perquisitionna l'un de ses bureaux fictifs au petit matin. Il ne comprit même pas comment ils avaient eu l'adresse. Les agents étaient méthodiques, silencieux, implacables. Ils saisirent des ordinateurs, des dossiers, des clés USB. Quand il demanda un mandat, on lui répondit simplement. Il y a assez de plaintes et de preuves pour commencer à creuser. Et ce qu'on trouvera, vous le savez déjà. Léo rentra chez lui, le visage blême. Solène l'attendait, accoudée à la fenêtre, en nuisette soyeuse, cigarette à la main. Des problèmes? Lança-t-elle avec un rictus. Il ne répondit pas. Il s'assit sur le canapé, la tête dans les mains. C'est Mélina. C'est elle qui a tout déclenché. Elle m'a détruit. Non, corrigea Solène en s'approchant, tu t'es détruit tout seul. Et maintenant, tu vas m'entraîner dans ta chute? Je peux arranger ça. T'es foutu, Léo. Un silence brutal s'installa entre eux. Et dans ce silence, naquit une certitude terrifiante. Solène n'était plus de son côté. Pendant ce temps, Mélina recevait un appel de son avocate. Mélina, il faut que tu viennes. On a une réponse du juge. Assise en face du bureau de Maître Donadieu, elle sentit son cœur battre plus fort. La demande de Léo pour la garde exclusive? Rejetée. Mélina ferma les yeux. Une victoire. Et ce n'est pas tout. Le juge a accepté d'ouvrir une enquête sur ses sociétés et ses revenus non déclarés. Vos documents ont été déterminants. Mélina souffla lentement, comme si elle expirait des mois d'angoisse. Merci. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. Pas tant que Léo serait encore capable de nuire. Et surtout, pas tant que Solène serait dans l'équation. 2 jours plus tard, Camille revint d'un week-end chez son père avec une attitude étrange. Mélina le sentit tout de suite. Ça va, ma chérie? Papa a dit que si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. Le sang de Mélina se glaça. Il t'a dit ça? Camille hocha la tête, les yeux baissés. Il a dit que tu es en train de l'accuser pour rien. Que c'est un piège. Et qu'il va se battre pour nous récupérer. Mélina s'accroupit devant elle, et la regarda dans les yeux. Je te promets que je ne ferai jamais rien pour vous faire du mal. Tu comprends ça? Camille resta silencieuse. Le doute s'était installé. Léo gagnait du terrain, en plantant ses mots comme des graines de peur. Mais c'est alors qu'un nouvel élément bouleversa toute la partie. Loïc appela Mélina à l'aube, la voix tremblante. Ils ont arrêté Romain Lemoine. Qui? Le comptable de Léo. Celui qui a tout mis en place. La police l'a coincé en flagrant délit de fraude fiscale. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé que ton nom avait été utilisé. Et que Léo et Solène s'en servaient comme couverture légale. Mais le meilleur? Il a donné les enregistrements audio de leur conversation. Des enregistrements. Oui. Romain les gardait au cas où. Et maintenant, c'est la fin pour eux. Le dossier explosa. Les médias locaux commencèrent à parler du scandale Vasconcello, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des entreprises fictives, des montages illégaux, et des complicités douteuses. Mélina regardait le journal télévisé sans sourciller. Le visage de Léo apparut à l'écran, flouté, mais reconnaissable pour tous ceux qui le connaissaient. Elle pensa aux voisins, aux collègues, à leurs enfants. Tout le monde allait savoir. Et pourtant, elle ne ressentait aucune satisfaction. Ce qu'elle voulait, au fond, c'était la paix. Mais la paix, Solène ne la connaissait pas. Elle frappa à sa porte un soir de pluie, trempée, hystérique. Mélina hésita à ouvrir, mais les enfants étaient chez Inès. Elle se sentait prête. « Tu crois que t'as gagné ?» hurla Solène en entrant comme une furie. « T'as foutu toute ma vie en l'air. T'as foutu la tienne toute seule. Tu ne sais rien de moi. J'en sais assez pour savoir que t'es une manipulatrice, une menteuse, une voleuse. » Solène leva la main, mais Mélina la saisit au poignet. « Vas-y, touche-moi. Et je t'envoie en prison dès demain matin. » Solène se figea. Mélina la repoussa avec calme. « Sors d'ici. Tu ne fais plus peur à personne. » Solène recula lentement, comme une bête blessée. « Il va tout perdre à cause de toi. » « Non.
Il a tout perdu à cause de vous deux. Solène claqua la porte derrière elle. Ce fut peut-être la dernière fois qu'elles se virent. Le lendemain, la nouvelle fit le tour du quartier. Léo avait été placé en garde à vue. Mélina reçut un appel. C'était lui. Du poste de police. Mélina, tu n'as pas le droit de m'appeler. Je voulais te dire que je suis désolée. Un silence. Puis un souffle rauque. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais tout. Le pouvoir, l'argent. Mais j'ai perdu tout ce qui comptait. Mélina serra le téléphone. Tu n'as rien perdu. Tu as choisi de tout détruire. Ne me fais pas porter ta faute. Je veux voir les enfants. Quand tu seras sorti. Quand tu auras payé. Et seulement s'ils le veulent. Elle raccrocha. Et pour la première fois, elle ne trembla pas. Les jours qui suivirent la garde à vue de Léo furent étranges. Pas silencieux. Pas paisibles. Juste, vide. Mélina marchait dans la maison comme dans un musée abandonné. Les rires des enfants semblaient flotter encore dans l'air, mais elle n'arrivait pas à s'en nourrir. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, justice, reconnaissance, vérité. Mais une partie d'elle avait été arrachée, brûlée, enterrée. Et maintenant? Que faire de cette liberté chèrement acquise? Un matin, elle reçut un appel de l'avocate. Sa voix était grave. Il est sorti. Sous contrôle judiciaire. Mais le procès approche. Et Solène? Portée disparue. Plus de traces. Certains pensent qu'elle a fui le pays. Mélina n'était pas surprise. Solène n'avait jamais été le genre de femme à assumer ses actes. Elle disparaissait dès que la réalité devenait trop lourde. Comme une ombre trop lâche pour affronter la lumière. Il essaiera de reprendre contact avec vous, prévint l'avocate. Il va jouer la carte du père repentant. Soyez vigilante. Je le suis depuis longtemps, répondit Mélina, sèche. Et, comme prévu, 3 jours plus tard, une lettre arriva. Pas un mail. Pas un message. Une lettre écrite à la main. Mélina, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire. Et je ne m'attends pas à une réponse. Mais je veux que tu saches que j'ai compris. J'ai tout gâché. Je vous ai détruit. Toi, les enfants, moi-même. Je ne veux pas me justifier. Je ne peux pas. Je veux juste réparer. Aider. S'il y a une manière, même infime, de soulager ce que j'ai causé, dis-le-moi. Dis aux enfants que je les aime. Même s'ils ne veulent plus me voir. Mélina resta figée plusieurs minutes, la lettre entre les mains. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, rire, ou déchirer cette lettre en 1000 morceaux. Mais elle fit autre chose. Elle la rangea. Et elle retourna à sa vie. Les enfants allaient mieux. Camille souriait à nouveau, timidement, mais sincèrement. Mathis recommençait à parler à l'école. Mélina les observait du coin de l'œil, toujours un peu inquiète. Comme une mère qui a traversé un tremblement de terre et qui guette les répliques. Un soir, Camille lui demanda, en chuchotant. « Est-ce qu'il reviendra ?» Mélina hésita. « Il reviendra peut-être dans ta vie, si toi, tu le veux. Mais moi, non. Moi, je suis partie. » Camille réfléchit un moment. Puis hocha la tête. « Moi aussi, je crois que je suis partie, un peu. » À la même période, Mélina reçut un appel inattendu. C'était Loïc. « Je voulais juste te dire que je quitte Paris. » Quoi? Pourquoi? J'ai eu une proposition à Bruxelles. Et après tout ça, j'ai besoin d'air. De recommencer ailleurs. Je comprends. Il marqua un silence. Mélina, je voulais aussi te dire que je t'admire. Vraiment. Et que si un jour, tu veux qu'on prenne un café. Un vrai. Sans document à scanner, sans compte à traquer, j'aimerais beaucoup. Elle sourit, émue. C'est noté. Merci, Loïc. Pour tout. Quelques jours plus tard, le procès de Léo débuta. Il arriva dans la salle d'audience en fauteuil roulant. Une blessure à la jambe, après une altercation avec un ancien partenaire. Certains murmurèrent, « Regarde-le, il veut faire pitié. » Mais Mélina ne réagit pas. Elle s'installa, droite, la tête haute. Vêtue simplement, mais avec une élégance qui imposait le respect. Lorsqu'on l'appela à la barre, toute la salle se tut. Elle raconta tout.
Pas comme une victime, mais comme une femme qui a survécu. J'ai été utilisée, trahie, salie. Mais aujourd'hui, je suis là. Et je veux juste qu'il arrête. Qu'il arrête de faire du mal. Pas pour moi. Pour mes enfants. Léo baissa la tête. Il ne la regarda même pas. À la sortie, les journalistes étaient là. Les caméras. Les flashs. Mais Mélina ne dit rien. Elle prit la main de Camille, serra l'épaule de Mathis, et rentrèrent chez eux. Les mois passèrent. Léo fut condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il perdit tous ses droits sur la maison, sur ses entreprises, sur ses enfants. Le juge établit une garde exclusive pour Mélina, avec un droit de visite supervisé pour Léo, sous accord des enfants. Et un matin, sans prévenir, le soleil revint. Pas dans le ciel. Dans la vie. Mélina se réveilla, ouvrit la fenêtre, et sentit quelque chose de neuf dans l'air. La paix. Elle prit un café en regardant les enfants rire dans le jardin. Elle envoya un message à Loïc. Si le café tient toujours, je suis libre ce week-end. Le lendemain, elle sortit une vieille valise du grenier. Pas pour partir, mais pour faire de la place. Elle enleva les vieux papiers, les souvenirs encombrants, les lettres jamais envoyées, les photos d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle referma la valise, la mit dans le coffre de la voiture, et la donna à une œuvre caritative. C'était symbolique, mais essentiel. Elle tournait la page. Vraiment. Le temps avait passé. Et la vie avait repris, autrement. Dans le petit quartier paisible où Mélina vivait, les voisins l'observaient désormais avec un respect silencieux. Non plus comme la femme de Léo, ni la pauvre trompée. Mais comme Mélina. Une femme qui avait dit non à l'inacceptable. Une femme qui avait traversé une tempête et était ressortie debout, le regard clair. Ce samedi-là, elle se leva tôt. Prépara un petit déjeuner pour Camille et Mathis, pancakes, fruits, chocolat chaud. Il faisait beau. Les oiseaux chantaient. La radio diffusait une vieille chanson française, pleine de douceur. Mathis se pencha vers elle, en mâchouillant un morceau de pomme. « Maman, on est heureux, non ?» Elle le regarda, surprise, émue. « Oui, mon cœur. On est heureux. » Camille sourit timidement. Même sans papa, Mélina posa sa main sur la joue de sa fille. Parfois, être heureux, c'est faire de la place pour les bonnes personnes. Même si ça veut dire en laisser partir d'autres. Un peu plus tard dans la matinée, Mélina alla marcher seule, dans un parc pas loin de chez elle. Elle aimait ces moments de solitude. Pas ceux de la tristesse. Non. Ceux du calme. Du retour à soi. Elle croisa Loïc, par hasard, ou peut-être pas si par hasard. « T'as l'air différente », dit-il en s'approchant. « C'est les baskets neuves », plaisanta-t-elle. « Non. C'est autre chose. C'est dans les yeux. » Ils s'assirent sur un banc. Loïc la regardait avec douceur, mais sans insistance. Il n'était pas là pour combler un vide. Il était là parce qu'il l'admirait. Pour qui elle était devenue. « Tu sais, » ajouta-t-il, « ce que tu as traversé, ça aurait brisé n'importe qui. Ça m'a presque brisée. Mais ça m'a aussi construite. » Elle inspira profondément. Puis le regarda droit dans les yeux. « Et toi, tu vas à Bruxelles, alors ?» Je repousse un peu. Je voulais voir si quelque chose ici méritait d'être vécu avant de partir. Silence. Et je pense que oui. Elle sourit. Un sourire franc, lumineux. Pas un oui immédiat. Mais une porte ouverte. L'après-midi, Mélina reçut une notification. Léo avait été transféré dans une prison ouverte, pour purger les derniers mois de sa peine en semi-liberté. Pas de réaction. Pas de bouleversement. Elle nota l'information, puis retourna jouer à Uno avec les enfants. Camille tricha un peu. Mathis éclata de rire. Et Mélina ne pensa pas une seule seconde à son ex-mari. Quelques semaines plus tard, une rencontre fut organisée entre Léo et les enfants. Dans un lieu neutre. Avec un médiateur. Mélina hésita longtemps avant de dire oui. Mais elle leur laissa le choix. Et, contre toute attente, ils voulurent y aller. Elle les accompagna, resta dans le hall, les mains moites. Quand ils revinrent, 1 heure plus tard,
Camille avait les yeux humides. Ça va? Demanda Mélina. Il nous a demandé pardon, dit Mathis. Et il a dit qu'il ne voulait plus faire de mal. Mélina hocha doucement la tête. Vous avez le droit de lui pardonner. Ou pas. C'est votre histoire aussi. Camille serra la main de sa mère. Mais on préfère rester ici, avec toi. Mélina sentit un nœud se dénouer dans sa poitrine. Un nœud de plusieurs années. Le printemps s'installa doucement. La maison fut repeinte, pièce par pièce. Non par nécessité, mais par envie. Des murs clairs, des photos nouvelles, des rires collés à chaque recoin. Un soir, autour d'un dîner entre amis, Loïc proposa un toast. À Mélina. À son courage. Et à tout ce qu'elle a reconstruit. Elle rougit, rit, leva son verre. À la liberté, alors. Et dans sa chambre, ce soir-là, seule sous les draps doux, elle écrivit dans son journal. Je ne suis plus en colère. Je ne suis plus en guerre. Je suis vivante. Et c'est déjà énorme. Elle éteignit la lumière. Et s'endormit paisiblement. Un matin d'été, Mélina reçut une enveloppe timbrée, à son nom. À l'intérieur, une lettre manuscrite, et un acte notarié. Léo lui léguait tout ce qui lui restait. Une somme modeste, mais suffisante pour investir dans un projet qu'elle caressait depuis des mois. Un centre d'aide pour femmes en situation de séparation et de reconstruction. Elle lut la lettre. La dernière. Je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé. Mais je peux choisir de faire quelque chose de juste, une fois, avant de disparaître de vos vies. Elle ne versa pas de larmes. Elle ne ressentit ni joie, ni tristesse. Juste une étrange paix. 6 mois plus tard, elle inaugurait son centre. Une grande salle, des couleurs douces, des fauteuils confortables, un coin enfant, des fleurs aux fenêtres. Des femmes y entraient, fragiles, tremblantes, perdues. Et en la voyant, elle retrouvait l'espoir. Parce qu'elle était la preuve vivante que tout est possible. Même après le chaos. Même après l'humiliation. Même après l'amour qui dévore. Mélina ferme la porte du centre en fin de journée. Elle descend la rue à pied, le soleil couchant sur ses cheveux. Loïc l'attend au coin, 2 cafés en main. Ils s'embrassent, doucement. Pas une histoire d'amour flamboyante. Une histoire tranquille. Mûre. Réparée. Mélina ferme la porte du centre en fin de journée. Elle descend la rue à pied, le soleil couchant sur ses cheveux. Loïc l'attend au coin, 2 cafés en main. Ils s'embrassent, doucement. Pas une histoire d'amour flamboyante. Une histoire tranquille. Mûre. Réparée. Et ainsi, l'histoire de Mélina touche à sa fin, ou plutôt, à un nouveau commencement. Une femme que l'on pensait fragile, perdue, prise dans les griffes d'un mariage empoisonné et d'un homme manipulateur, a réussi à se relever, à se reconstruire, à redevenir elle-même, mais en plus forte, plus lucide, plus entière. Elle a traversé la tempête, les trahisons, la peur, les nuits sans sommeil, les manipulations juridiques, les regards méprisants, les menaces, mais elle n'a jamais abandonné. Elle est devenue un exemple. Pas seulement pour les femmes, mais pour toute personne qui a déjà cru qu'elle ne valait plus rien, qu'elle n'avait plus d'issue, plus de force, plus d'avenir. Léo, lui, a suivi son propre chemin. Il s'est cru invincible. Il a cru qu'il pouvait mentir, tromper, détruire, manipuler, et s'en sortir à chaque fois. Mais la vie, parfois avec lenteur mais toujours avec précision, nous fait récolter ce que l'on sème. Ses actions l'ont rattrapé, sa convoitise l'a écrasé, et au moment où il a compris la valeur de ce qu'il avait détruit, il était déjà trop tard. Quant à Solène, la maîtresse froide et ambitieuse, elle pensait pouvoir tout contrôler, tout prendre, tout écraser sur son passage. Elle a fui, comme tous ceux qui n'ont jamais construit sur du vrai. Son nom ne restera que comme une note de bas de page dans l'histoire de Mélina. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un triangle amoureux ou d'une guerre pour un appartement. Non. C'est une histoire humaine, réelle, douloureuse mais pleine de sens. Elle nous rappelle que la dignité ne se marchande pas, que l'amour ne peut pas être forcé, que la vérité finit toujours par éclater, et que la résilience peut être une arme plus puissante que la vengeance. Et vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous en pensez quoi? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Vous êtes-vous déjà retrouvé à mendier de l'amour, à chercher des réponses là où il n'y avait que du silence?
Peut-être vous êtes-vous reconnu dans Mélina, ou dans Camille, ou peut-être même dans Léo. Et c'est ok. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans faute, sans chute, sans complexité. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que tout le monde peut changer de direction. Que même après l'erreur, même après la trahison, même après la défaite, il existe un chemin de retour. Pas pour revenir en arrière, mais pour se reconstruire autrement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas rapide. Mais c'est possible. Et c'est là que je veux parler à ton cœur. Si cette histoire t'a touché, si tu ressens cette émotion dans ta poitrine, cette boule dans la gorge, ce frisson dans ton âme, alors ne pars pas tout de suite. Respire un instant. Prends une vraie respiration. Tu viens d'écouter une histoire de résilience humaine. Mais maintenant, j'aimerais te parler d'une autre histoire. Une histoire qui ne commence pas dans un appartement, ni dans une cuisine silencieuse, mais dans le cœur de Dieu. Une histoire encore plus ancienne, plus puissante, plus vraie que toutes les histoires que nous pourrions écrire. Je parle de l'histoire de l'amour de Dieu pour toi. Et pour te parler de cela, il n'y a pas de meilleur verset que celui de Jean 3h16, un verset si simple, mais tellement profond. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu vois, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un système. C'est un amour. Un amour profond. Inconditionnel. Incroyablement personnel. Dieu t'aime. Oui, toi. Avec tout ce que tu es. Avec ton passé, tes douleurs, tes échecs, tes regrets. Avec ce que tu n'oses pas montrer aux autres. Avec les larmes que tu caches sous ton oreiller. Avec cette honte que tu traînes peut-être depuis des années. Il te voit. Et il ne détourne pas le regard. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un déchet. Tu es une création précieuse. Et ce Dieu, si grand, si pur, si saint, a choisi de t'aimer au point de te donner ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sur terre pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te réconcilier avec le Père. Il est venu pour porter sur lui la condamnation que nous méritions, pour que toi, tu sois libre. Libre de quoi? Libre de la peur. Libre de la culpabilité. Libre de cette sensation constante d'être indigne, sale, oublié, rejeté. Jésus est mort sur une croix pour toi. Il a pris ta place. Il a subi ce que tu devais subir. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Vivant. Puissant. Victorieux. Pourquoi? Pour que toi, tu aies la vie éternelle. Pas juste une place au ciel après la mort. Mais une vie dès maintenant. Une vie remplie de paix, de but, de réconciliation, de lumière, malgré les tempêtes. Alors je te pose cette question, mon ami. Et si aujourd'hui, tu faisais le choix de dire oui à cet amour? Pas oui à une église ou à une religion. Mais oui à Jésus-Christ. Oui, à son pardon. Oui, à sa main tendue. Oui, à la vie qu'il t'offre. Oui, à cette croix qui n'a pas été plantée par hasard, mais pour que tu sois sauvé. Peut-être tu te dis, mais je suis trop loin. J'ai trop fait d'erreurs. Je suis sale, brisé, foutu. Mais écoute bien ceci, personne n'est trop loin pour Dieu. Jésus a sauvé des menteurs, des voleurs, des meurtriers, des prostituées, des orgueilleux, des brisés, et il a transformé leur vie. Et il peut transformer la tienne. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser dans la souffrance et le vide. Alors, veux-tu lui dire oui? Veux-tu faire de ce jour le jour où tout change? Veux-tu recevoir son pardon, sa grâce, sa vie éternelle? Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Là, maintenant. Où que tu sois. Peu importe l'heure, le lieu, ton passé. Tu peux dire, avec sincérité, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai suivi mes propres chemins. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je te demande, viens dans mon cœur. Pardonne-moi. Change ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, t'appartenir. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, le ciel se réjouit pour toi. Et moi aussi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu es enfant de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors continue ce chemin. Lis la Bible. Commence par l'évangile de Jean.
Trouve une communauté de foi. Parle à Dieu chaque jour. Et surtout, n'oublie jamais, tu es aimé, pardonné, sauvé. Et maintenant, si cette vidéo, cette histoire, ce message t'a touché, je t'invite à faire 3 choses simples, mais puissantes. Laisse un like si tu as ressenti quelque chose dans ton cœur. Écris dans les commentaires, qu'est-ce que cette histoire t'a appris? As-tu vécu quelque chose de semblable? As-tu prié avec moi? Abonne-toi à la chaîne, parce que chaque semaine, je partage de nouvelles histoires puissantes, des témoignages réels, des réflexions de vie, et parfois, des messages qui peuvent changer une vie. Et partage cette vidéo. Envoie-la à un ami, à ta sœur, à un collègue, à une personne qui en a besoin. Tu ne sais jamais comment une simple vidéo peut transformer un destin. Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici. Merci d'avoir écouté, ressenti, réfléchi. Et surtout, merci d'exister. Tu es important. Tu es aimé. Tu es précieux aux yeux de Dieu. On se retrouve très vite dans une prochaine histoire, mais d'ici là, garde ça dans ton cœur. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Et aujourd'hui, il t'appelle à lui. À bientôt. Et que Dieu te bénisse abondamment.